de pitch. On va avoir Clem, Ecotrain, Highlight et InCities. Je rappelle juste les règles du jeu. Chacun va venir pitcher pendant environ 5 minutes. Ils viendront pitcher par ordre alphabétique du nom de leur entreprise. Et à la fin du pitch, on aura le temps pour prendre 1 ou 2 questions maximum. Donc si vous avez des questions, levez vite la main pour pouvoir la prendre et puis présentez-vous avant. Et donc je vais inviter à me rejoindre sur scène Bruno Flinois, qui est président et fondateur de Clem. On peut l'applaudir. Bruno, bienvenue. Vous avez le micro, la zapette, le temps, il est devant vous avec un retour écran et vous avez 5 minutes. Bonjour, je viens de découvrir le premier désavantage de s'appeler Clem, parce que jusqu'à présent c'était un nom assez génial, mais ça commence par un C, donc je suis le premier. Donc enchanté, je suis Bruno Flinois, je suis le fondateur de Clem. On n'est pas tout à fait une start-up puisqu'on existe depuis 13 ans, mais comme c'est un marché nouveau, un marché qui met du temps à exister, nous ne sommes pas tout à fait non plus une start-up puisque donc, cette année, pour la 2e fois consécutive, nous sommes une société à l'équilibre, mais nous sommes une start-up parce que nous sommes encore sur un marché tout nouveau et nous sommes experts donc, de l'autopartage de véhicules électriques et de la recharge sur les territoires. Voilà, donc en fait, nous avons développé une solution clé en main d'autopartage et de recharge électrique. Pourquoi on fait ça? Alors, comme vous en avez beaucoup parlé avant, ce slide va aller très vite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet, c'est de décarboner. Le problème, c'est que sur les territoires, les gens, ils ont besoin de leur voiture. Donc, nous, on intervient là où le transport en commun commence à se faire rare et là où les gens ont vraiment besoin d'une mobilité. Et cette mobilité, eh bien, évidemment, elle est carbonée et puis en plus, elle coûte cher. Et donc, notre sujet depuis 13 ans, c'est de proposer la solution pour les collectivités et les entreprises qui souhaitent décarboner cette mobilité du dernier kilomètre. Mais la mobilité électrique, ça nécessite une voiture électrique, ça nécessite des bornes de charge et le parcours usager, c'est assez compliqué. Encore plus si on commence à aller sur les territoires périurbains et ruraux. Et donc, moi, quand j'ai créé cette société, je voulais vraiment essayer de trouver des solutions pour simplifier le parcours usager. Donc, nous sommes à la fois opérateurs de véhicules électriques et opérateurs de bornes de charge. C'est un positionnement assez rare, mais c'est le seul positionnement qui permet de proposer une solution accessible avec une plateforme complète et avec un parcours usager qui permette très simplement de prendre une voiture. Alors, comment ça marche? Eh bien, nous proposons aux collectivités et aux entreprises qui sont nos clients de partager leurs véhicules électriques et leurs bornes de charge. Mais pour que cela puisse exister, nous leur proposons une solution end-to-end qui va de la plateforme pour le partage, la Clem Connect qui permet de partager le véhicule, et puis pour ceux qui le souhaitent et qui n'ont pas de solution, la borne de charge. Nous sommes positionnés sur la borne de charge des voitures qui sont sur parking public ou privé, c'est-à-dire de la borne de charge dite classique, ou pour les experts plutôt de la 7 kW AC, mais elle permet de compléter un système où les gens vont pouvoir après partir et s'ils veulent aller plus loin, eh bien, ils vont aller se charger sur la borne de charge rapide DC, 50, 100, maintenant 170, 300 kWh. Donc notre 300 kW de puissance. Donc aujourd'hui, notre solution est complète et on arrive sur les territoires et on installe très simplement. Donc là, je vous ai montré la photo la plus simple qui puisse exister puisqu'il s'agit d'un poteau de voirie 8 par 8, il n'y a pas une seule collectivité qui ne connaît pas le poteau de voirie 8 par 8 et notre solution s'installe dessus. Et sur les territoires ruraux, nous avons conservé une solution de borne de charge prééquipée autopartage qui évite d'avoir des solutions mobiles trop compliquées pour rentrer dans les voitures, comme nous pouvons l'avoir dans les grandes villes. Je vous ai montré un exemple, mais il n'y a pas que celui-là. Et tout à l'heure, j'ai entendu parler de logistique. Nous sommes aussi présents dans Paris. Nous avons 100 camionnettes électriques pour le partage pour les pros qui vont faire la livraison des derniers kilomètres en s'étant engagés zéro émission. Mais là, je vous ai montré un exemple sur les territoires périurbains et ruraux et c'est la première fois qu'une région qui a pris la compétence mobilité met en place une solution globale comprenant les transports en commun, le vélo partage, le covoiturage et avec nous l'autopartage. Nous travaillons donc avec les délégataires qui sont sur cette région à la fois Transdev et à la fois RATP Dev
Et nous proposons à Rémy Autopartage, donc la solution de transport public Rémy sur la région Centre-Val de Loire, en complément des transports en commun, souvent en station de gare, une solution pour les habitants ou pour les gens qui viennent sur le territoire et qui vont passer une demi-journée, une journée. C'est toujours des solutions en boucle, hein. C'est une location pour quelques heures et il faut savoir que quand nous sommes présents, le coût d'usage, en général, on est de l'ordre de 1 € de l'heure, c'est le cas pour Rémy. Donc ce n'est pas une solution qui cherche à être rentable, c'est une solution qui cherche à être la moins chère possible pour offrir une mobilité décarbonée pour tous. Voilà, donc beaucoup d'exemples, hein, puisque en 13 ans, on a commencé à en mettre un peu partout, mais c'est une goutte d'eau encore. Et donc maintenant, notre objectif, après avoir montré que non seulement c'était simple et que ça marchait, eh bien, c'est de déployer en grand. Donc nous sommes présents aujourd'hui déjà dans 220 villes et les acteurs de l'habitat collectif et tertiaire. Et notre objectif, eh ben, c'est bien sûr de multiplier par 20 pour confirmer notre impact sur le changement climatique. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Bruno. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, une question. Bonjour, Philippe Cortès, Grange Solaire. Je m'étonne de voir assez peu d'ombrières de parking associées à vos projets. Alors là, j'arrive juste du plateau de Saclay, où je viens de faire une présentation d'une solution d'autopartage qui était juste en dessous d'une solution solaire. Ce n'est pas ce que j'ai présenté aujourd'hui, mais évidemment, l'objectif aussi des voitures électriques partagées, c'est qu'on capte au mieux les ENR, et avec la nouvelle loi sur l'autoconsommation et le décret tertiaire, beaucoup d'immeubles sont en train de s'équiper de panneaux solaires. L'intérêt de l'autopartageur, c'est que c'est lui qui choisit quand la voiture est connectée au building, et donc il va non seulement capter l'énergie solaire, mais en plus optimiser la captation de cette énergie solaire. C'est un programme qu'on mène depuis 2018 avec l'Institut Polytechnique de Paris, où on a équipé donc, la station d'écomobilité de panneaux solaires. Et ça a beaucoup d'avenir. Est-ce qu'il y a une dernière question potentiellement dans la salle ? Une, je crois, au fond, ce sera la dernière. Merci. Moi, j'interviens dans la construction de plateformes logistiques un peu partout. Et nous sommes aujourd'hui interpellés par les administrations des territoires qui matchent l'installation d'ombrières de parking avec des arbres. Ça veut dire que ce qui est écrit dans les différentes circulaires qui nous incitent à créer de l'énergie pour rendre autonomes les immeubles est remplacé, ou en tout cas confronté, pour des raisons politiques, territoriales, etc., par une conversion des ombrières en arbres qui ont une autre vertu. Voilà. Je voulais dire. Alors, bon, c'était pas tout à fait une question, mais en tout cas, ça anime le débat. Je veux dire quelque chose sur la partie... C'était une question, pardon. C'était une question, à savoir, est-ce qu'on va toujours pouvoir construire des ombrières ? Donc, je ne suis pas spécialiste des ombrières, mais je veux dire quelque chose sur les panneaux solaires et l'ENR. Aujourd'hui, sur le marché, il n'existe que 2 modèles. Le premier, c'est de faire une ferme et de renvoyer l'énergie sur le réseau avec un prix qui est régulé et défini. La deuxième solution est proposer aux particuliers de mettre en moyenne 3,5 kW de puissance pour gérer la maison. Et nous, avec l'autopartage, connecté à un bâtiment, nous avons apporté la preuve que de 25 mètres carrés à 100 mètres carrés, une solution donc, qui va avoir du mal à se rentabiliser, puisque à la fois ce n'est pas une ferme et à la fois ça ne va pas dans l'habitat, devient rentable. Donc indirectement, je crois que ça répond à votre question, puisque vous parlez du cas du parking qui doit être équipé d'une ombrière minimum 500 mètres carrés, et nous démontrons qu'il peut y avoir des projets à 500 mètres carrés, et puis s'il y a des arbres et que ça pose problème, en fait, l'intérêt c'est qu'on peut faire du local vers le global en faisant 25 mètres carrés ici, 75 mètres carrés là, 100 mètres carrés. Ça, c'est notre métier, c'est de travailler sur la plus petite échelle que celle dont vous parlez.
Merci beaucoup Bruno Funoy, on peut de nouveau vous applaudir. Merci pour votre intervention. Et nous, on va poursuivre donc ces pitchs et je vais faire intervenir maintenant Philippe Bourguignon qui est architecte de la navette Écotrain. On peut vous applaudir également. Venez me rejoindre sur scène. Alors Philippe, le micro, la zapette, le timer 5 minutes et puis pareil, 1 ou 2 questions par la suite. Le micro. Je vais vous parler aujourd'hui donc de ce projet qui est en construction actuellement, de la navette Écotrain. Il est né d'une évolution de la réglementation. La loi des mobilités a permet désormais aux régions de récupérer la gestion de leurs toutes petites lignes. Celles en général qui ne sont pas rentables, celles qui sont fermées ou qui ne sont pas encore déférées. Et ça représente quand même un potentiel de au moins 5000 km de petites lignes en France. Voilà, donc la loi permet cette possibilité-là. Évidemment, on s'est engagé sur cette direction-là en 2018. On n'a pas été tout à fait les seuls, mais on est quand même très en avant sur ce sujet-là. Alors, pour aller dans cette direction-là, on a donc créé un consortium d'acteurs, d'industriels, dont on a un représentant aujourd'hui, pour bâtir cette navette-là. Cette navette, c'est quoi ? C'est d'abord une navette dont l'alimentation se fait à partir de photovoltaïque. Alors, photovoltaïque qui est posée sur toutes les surfaces disponibles avec les voies abandonnées. Voilà. Donc ça représente des surfaces dans lesquelles on ne peut pas planter d'arbres d'ailleurs. C'est un petit avantage pour la partie ferroviaire. Donc alimentation photovoltaïque en charge lente. Pourquoi charge lente ? Parce qu'en fait, les gens se déplacent le matin et le soir. En milieu de journée, ils se déplacent moins. Donc on aura une seule navette mobilisée en milieu de journée, alors qu'on aura 3 ou 4 navettes le matin. Donc la charge lente est possible. La solution qu'on envisage est frugale. Frugal, ça signifie simple à fabriquer et avec des matériaux qu'on va trouver dans les matériaux des composants du commerce. C'est un système autonome, sans conducteur, pour permettre une très grande optimisation de la charge et décharge des machines et de la circulation. C'est une solution dédiée au fret, autonome au fret, étant aussi en fabrication. Elle va ressembler énormément à la solution voyageur, mais elle va permettre d'automatiser le transport, en particulier de palettes de fret. Elle est à très faible empreinte carbone, puisqu'en fait, quand on fait le bilan, si on compare une solution classique en rural, c'est-à-dire des véhicules diesel, par rapport à la solution, on divise l'empreinte carbone par 100. C'est absolument colossal pour des raisons. Et une des raisons évidentes, c'est que le fait de faire circuler un véhicule sur des rails consomme 6 fois moins d'énergie que le faire circuler sur la route. Donc mécaniquement, le rail amène déjà cet avantage. Et enfin, on est alimenté sur batterie, elle-même chargée en photovoltaïque, ce qui permet de garantir d'ailleurs un prix d'énergie constant sur la durée de vie des panneaux. Donc 30 ans de prix d'énergie stable, c'est quand même assez confortable pour les voyageurs. Alors, la levée de fonds, il y a déjà une première levée de fonds de 8 millions d'euros, 50-50 entre les industriels et l'État, puisqu'on a répondu à un AMI. On a une deuxième levée de fonds qu'on espère démarrer maintenant, qui devrait être l'ordre de 25 millions d'euros et qui vise à développer les logiciels de fonctionnement des machines et aussi d'améliorer et de faire une version définitive des machines, puisque dans la première levée de fonds, on ne fait qu'un prototype, celui qui va fonctionner en 2025. C'est une approche qui est différenciée. Je l'ai dit, cette navette est frugale, c'est-à-dire qu'en fait, elle est plutôt low-tech. On ne vise pas de faire des choses très sophistiquées. Ce n'est pas très, très compliqué de faire fonctionner un train. Hein, ça fait longtemps que ça existe. Et donc, on n'a pas besoin de faire les choses compliquées pour les solutions simples. C'est une approche mixte fret et voyageurs. On a un consortium de PME, des PME qui ont déjà une belle taille et surtout qui ont une très très longue durée de vie antérieure, la plus ancienne à 120 ans d'âge, une entreprise privée. Et puis des prospects qui sont déjà engagés, la région Occitanie en particulier, toute la Belgique avec Infrabel. Et enfin des concurrents qui ont été moins innovants puisqu'en fait aucun n'a envisagé le fret dans son projet. Alors, la roadmap de fabrication, c'est que depuis 2018, le projet a été conçu, c'est moi qui l'ai conçu, j'ai réuni un consortium en 2019, et ce consortium va produire un prototype en 2025. Simultanément, on voudrait lancer maintenant la version démonstrateur définitif, de manière à être sur le marché en 2028, avec une solution qui sera systématiquement moins chère que le kilomètre voiture électrique, et qui sera systématiquement applicable dans n'importe quelle géographie, puisqu'en fait, on est quasiment indépendant de l'énergie, puisqu'on est en énergie solaire. Voilà, en résumé, il s'agit d'un projet ultra décarboné dans sa conception. C'est une solution qui est
vraiment destinée au rural, mais elle marche aussi dans les pays en voie de développement. L'Afrique en particulier, l'Argentine m'ont déjà demandé de travailler sur le projet. C'est une solution qui est financée par le recette du trafic. Ça veut dire que dans certaines conditions, il n'y a même pas besoin d'intervention publique. Et ce sont les industriels qui sont déjà partants, qui sont des acteurs qui sont reconnus, avec des besoins de financement qui sont déjà ciblés. On sait ce qu'on a déjà et on sait vers où il faut aller. Le dernier pas à franchir maintenant, c'est de passer de ce prototype au démonstrateur. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Philippe. Restez avec nous quelques instants, on va prendre des questions dans la salle s'il y en a. 1 ou 2 questions maximum. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question à Philippe Bourguignon? Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, Benoît Cuvelier de Nantes Métropole. Ma question, c'est un peu sur la réglementation par rapport à l'autonomie du véhicule. Est-ce qu'il y a un processus de normalisation, enfin d'acceptation du matériel autonome? Alors, vous faites bien de poser cette question parce que j'ai un peu omis de le préciser. L'avantage de la loi LOM, c'est le fait de retirer les voies du réseau SNCF traditionnel, c'est qu'on passe une réglementation SNCF assez lourde à une réglementation du type tramway, donc beaucoup plus légère, beaucoup mieux adaptée. Par ailleurs, je précise qu'il y a déjà des trains automatiques. Orlyval en est un. Il y a déjà des métros automatiques, la ligne D par exemple du métro de Lyon, qui existe déjà depuis de nombreuses années. Donc on est sur un environnement réglementaire qui est déjà assez bien connu. Le plus qu'on va amener, qui va nous permettre d'alléger les coûts, c'est le fait qu'on va amener un peu d'intelligence artificielle dans le modèle, de manière à pouvoir alléger des coûts, ce qu'on ne pouvait pas faire dans les années 80 quand on a développé le métro automatique par exemple. Mais on est un environnement réglementaire, c'est celui du tramway. En particulier, ça règle complètement le problème des passages à niveau. Parce que si on a une réglementation ferroviaire, ça devient très rapidement l'enfer et extrêmement coûteux de régler un problème de passage à niveau. Est-ce qu'il y a une dernière question potentiellement? Oui. Ce sera monsieur. Bonjour, Mathis Boldrini de Fret 21. Vous parlez de relancer des lignes désaffectées au niveau des coûts, des structures, etc. Est-ce que c'est pris en compte et comment vous allez faire? Oui, alors non seulement c'est pris en compte dans le projet, mais en plus on a plutôt maximisé le niveau de coût parce qu'on pense qu'il faut donner un service de qualité. Donc faire de la voie de qualité pour avoir un service à très haut niveau de régularité, un cadencement très élevé, cadencement à la demi-heure. Donc ça implique des investissements lourds. Ces investissements sont, en fonction du trafic, peuvent être totalement pris en charge par les recettes, puisque je rappelle qu'il y a des recettes de fret et de voyageurs. Et si le trafic est peu élevé, ça nécessite une intervention de la région. Mais c'est un modèle qui est très disruptif par rapport à la référence habituelle du monde du ferroviaire, dans lequel, on a entendu le ministre tout à l'heure, dans lequel on a l'habitude que les coûts soient très élevés et on a l'habitude que l'intervention publique soit en général à un niveau très élevé. Là, on est dans un modèle dans lequel on revient à des recettes de fret et de voyageurs et on a aussi des recettes de l'excédent photovoltaïque qui n'est pas utilisé pour les machines. En gros, 25% est utilisé pour les machines et 75% est revendu en autoconsommation collective dans les périmètres environnants, en particulier les bourgades. Merci beaucoup Philippe Bourguignon pour votre intervention. Vous nous aurez présenté Ecotrain. Je le rappelle, il sera encore présent parmi nous pendant la pause networking et nous on va enchaîner toujours avec ces pitchs. Et donc maintenant ça va être la place de Martin Bocken qui est CEO et cofondateur de Highlight ou Highlight. Et donc je l'invite à me rejoindre sur scène. On peut l'applaudir effectivement. Martin, bonjour. Pareil, 5 minutes. Bonjour. Je vous laisse la scène et vous avez la zapette si besoin. Merci de m'accueillir au Transition Forum. Je suis très ravi d'être ici avec vous. Alors, la zapette, ah oui, c'est vert et rouge. Donc j'appuie sur le vert. Voilà. Donc nous, chez Highlight, on développe des dirigeables automatiques pour l'inspection d'infrastructures énergétiques. En fait, les infrastructures énergétiques dans notre société, c'est absolument crucial. On a besoin des lignes électriques, on a besoin des pipelines pour transporter notre énergie. Et en fait, il y a un enjeu, c'est de savoir si ces infrastructures sont en bon état. Typiquement, en fait, dans le monde entier, 4% des émissions de gaz à effet de serre sont dues aux fuites de méthane qui viennent des pipelines notamment. Et donc nous, chez Highlight, on essaie de développer une solution pour en fait, apporter une solution idéale pour inspecter ces infrastructures, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours fait par hélicoptère. Un hélicoptère, c'est polluant, effectivement, et il faut savoir inspecter des choses extrêmement précises sur ces infrastructures. Donc, typiquement, ici, derrière moi, on voit une photo de ligne électrique.
Et voilà, c'est ce genre de photo. À gauche, on peut voir qu'il y a un problème sur cet isolateur, et donc il faut le remplacer. C'est vraiment un enjeu en fait de résilience du réseau pour être sûr que chaque citoyen a suffisamment d'électricité chez soi. Et donc aujourd'hui, c'est fait, comme je l'ai dit, par hélicoptère, 90% du temps, parce que les autres solutions qui ont été développées, notamment les drones, n'ont pas les capacités suffisantes pour vraiment inspecter ces réseaux qui sont extrêmement longs. C'est des centaines de kilomètres à inspecter. Il y a aussi les satellites qui sont loin dans l'espace, et ceux-là, ils ne sont pas assez précis pour avoir cette qualité de précision que je viens de montrer. Et donc, on a développé cette solution qui est un drone, effectivement, mais un drone augmenté, un drone dirigeable qui permet en fait de rester en l'air pendant suffisamment longtemps pour faire des inspections à échelle industrielle. Donc ici, on parle de 350 km en un vol et vraiment pouvoir offrir une solution décarbonée pour remplacer les hélicoptères et inspecter à un prix suffisamment intéressant ces centaines de kilomètres de lignes électriques et de pipelines. Donc aujourd'hui, la solution, elle est en phase d'expérimentation. On a des projets de collaboration avec Enedis, par exemple, en France, pour inspecter les lignes électriques françaises. Et voilà, on travaille aussi avec d'autres acteurs européens pour vraiment remplacer les hélicoptères sur leurs enjeux. Voilà, c'est des choses qui sont faites régulièrement, hein, c'est des inspections qui sont régulières. Et voilà. Et donc nous, chez Highlight, on veut vraiment apporter à notre manière, en fait, notre moyen de décarboner l'inspection aérienne, de décarboner un usage de l'aérien en développant cette solution qui est écologique et propre pour l'environnement. Donc merci de m'avoir écouté. Je vois que j'étais un peu rapide. On aura un peu de temps pour les questions. Et sinon, je reste aussi derrière pour répondre aux questions s'il y en a qui sont intéressés à en savoir plus sur le projet. Merci beaucoup, Martin. Merci de nous avoir présenté Highlight. Alors, est-ce qu'il y a des questions effectivement dans la salle? Une ou deux, pareil. Une question, monsieur? Bonjour, je voulais juste savoir, par curiosité, le dirigeable, il est gonflé avec quel gaz? L'hydrogène, l'hélium? Alors le dirigeable est gonflé à l'hélium, il est propulsé par hydrogène. Il est propulsé par hydrogène. Exactement. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question pour Martin? Oui, dernière question au fond de la salle. Bonjour, Valentina Zajakowski, encore une fois. C'est quoi le cadre réglementaire pour faire voler ce genre de choses en termes de hauteur, d'encombrement de l'espace, ce genre de choses? Alors c'est une très bonne question. C'est un véhicule qui est non habité, donc on est sur la même réglementation que les drones, et donc forcément on a des contraintes opérationnelles. Et donc sur ça, on demande des autorisations donc aux autorités nationales et européennes pour voler. Et aujourd'hui, on a des autorisations pour voler en zone en campagne, donc en zone faiblement peuplée. Et on travaille justement pour avoir des autorisations pour pouvoir voler au-dessus de villages et de zones un peu plus peuplées. Donc si dans les prochaines années, vous voyez des dirigeables qui survolent les lignes électriques et les pipelines en France, ne soyez pas étonnés, c'est Highlight qui inspecte le réseau. Merci beaucoup, Martin. On peut encore vous applaudir. Merci pour votre présentation. Merci à tous. Et puis on pourra vous retrouver pendant la pause networking. Et donc on va terminer cette séance de pitch avec le dernier pitch qui est Brieux Turluge, qui est le cofondateur et le CFO de InCities. Et donc je l'invite à me rejoindre sur scène. On peut également l'applaudir. Brieux, votre micro, la zapette, 5 minutes. C'est à vous. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors un petit mot sur l'EIT, parce que comme vous l'a dit tout à l'heure Romain, donc l'EIT finance des sociétés très early stage en prenant un risque important. Je vous encourage vraiment à aller voir l'EIT parce que l'EIT donc a un panel de sociétés qui est absolument extraordinaire. Je veux aussi remercier Lionel de m'avoir invité ici parce que le fonds Evergreen est quelque chose qui est très important aussi pour le financement des startups. Et puis maintenant, je vais vous parler un peu de nous. Alors, InCities, donc, nous, on s'occupe, en fait, je crois que j'appuie là, on s'occupe de la livraison urbaine. La livraison urbaine, c'est quoi? C'est vous avez tous, en fait, été bloqués derrière un camion qui, basiquement, ouvre son haillon arrière,
Le transporteur, le routier, monte sur le haillon, va chercher la marchandise au fond de son camion, il ne trouve pas la bonne palette ou le bon rôle, il revient, il redescend, et en fait, il va livrer quelque chose qu'il a chargé à 1,10 m, 1,20 m sur un quai, il va le livrer devant le monop, devant votre supérette, en fait, qui est chez vous. Il y a une différence de hauteur. Si vous devez retenir qu'une chose d'InCities, nous franchissons ce gap entre le 1,10 m de livraison et en fait les 10 cm auxquels on livre votre supérette. Ce temps de transport, il est considérable. Ce temps de manutention, c'est 40% du temps du camion en centre-ville. C'est considérable et c'est comme ça depuis tout le temps. C'est-à-dire que nous, on s'est attaché en fait à enlever ce haillon et à abaisser notre camion. Vous avez tous pris des bus, il y a les bus de Vincent Lemaire, je vous encourage. Vous appuyez sur un bouton, le bus il descend au niveau du trottoir. Nous, on a pris l'avant d'un camion et l'arrière du bus. Donc on charge sur une plateforme à 1,10 m et on décharge au niveau de votre supérette. Le temps économisé de transport de votre marchandise, 40%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, avec nos camions, on livre plus en moins de temps. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que, comme l'ont dit les gens qui étaient juste avant moi, il y a une densité de la population urbaine. Malgré le Covid, en fait, il y a encore presque 70% de la population qui vit dans les centres-villes. Alors ça a un impact très direct, c'est qu'il faut les alimenter. Il faut vous livrer vos salades, vos tomates, tout ce que vous voulez en centre-ville. Alors ça peut paraître anodin, mais une ville européenne de taille moyenne, c'est 5 millions de tonnes de marchandises. 5 millions de tonnes de marchandises. Si vous prenez un triporteur, si vous prenez toutes sortes de transports, c'est à peu près 300 kilos pour faire le dernier kilomètre. C'est infaisable, il faudrait 20 millions de personnes pour livrer. Donc c'est quelque chose qui est complémentaire de ce qu'on fait. Ce qui est aussi important de noter, c'est que ce transport urbain, en fait, il est la cause en fait, entre 7 et 10% de toutes les émissions que l'on a en centre-ville. Je crois encore que c'est le patron de Safra qui disait que si on savait vraiment la densité d'émissions qu'il y a dans certaines rues de Paris et de toutes les capitales, personne ne voudrait y vivre. Je vous encourage d'aller voir l'étude qui a été faite par le transporteur DPD de la Poste, qui a placé des capteurs sur ses camions. C'est absolument considérable. Alors ça crée un impact très important sur la santé. 30% des pathologies aujourd'hui sont dues aux émissions. 30%. Alors c'est tout le monde, c'est vous, c'est moi, c'est absolument tout le monde. Et c'est aussi pour ça que les autorités, en fait, ont décidé de créer des zones à faible émission. Zones faible émission, comme l'ont dit ceux qui étaient là avant moi, il y en aura partout, 2035, c'est même beaucoup plus rapide pour certaines villes. Alors on dit aux transporteurs, messieurs, vous avez un camion à énergie fossile, diesel essence, ça vaut 85 000 € et vous allez le passer en électrique parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Sauf que vous avez un surcoût de 200 000 € à peu près entre un camion à énergie fossile et un camion à énergie électrique. C'est un vrai challenge. La seule solution qu'on a trouvée, nous, c'est de descendre nos camions au niveau du trottoir. En faisant ça, en fait, on peut livrer de tous les côtés, puisqu'on n'a plus le haillon à l'arrière. On peut livrer à droite, on peut livrer à gauche, on peut aller chercher un rôle qui est tout au bout, l'autre qui est sur le côté. On n'a plus ce problème, en fait, de passage obligé par le haillon. D'accord? Donc, on enlève le haillon, et grâce à ce haillon, on gagne un temps considérable sur nos livraisons. Donc, on gagne 30 à 40%. Et si on gagne 30 à 40% sur nos livraisons, ça a un impact très clair. C'est que 2 de nos camions remplacent 3 camions à énergie autres qui n'utilisent pas ce type de technologie. Alors, il ne me reste pas beaucoup de secondes, donc je vais aller super vite. Donc, nous, on est opportuniste au niveau du carburant. Donc, on travaille avec de l'hydrogène. On travaille avec tout type de solutions. Nous ne sommes pas fabricants de camions, nous sommes assembleurs. Fabricants de camions, c'est plusieurs milliards. Tesla, c'est plusieurs milliards. Nous, on assemble des pièces qui existent, la cabine d'un fabricant, le moteur électrique dans les roues d'un autre, et on assemble tout ça. Donc, notre objectif, 1000 camions de produits par an à partir de 2028, 400 emplois créés, et je crois que je viens d'utiliser mon temps. Si, une chose encore, l'équipe dirigeante d'InCities, c'est que des gens qui ont mon âge, parce que simplement, c'est des gens qui ont une très grande expérience de l'industrie et qui sont tous des anciens de Renault Truck. Donc tous les camions que vous voyez dans la rue aujourd'hui, c'est des camions qui ont été conçus par l'équipe dirigeante d'InCities. Voilà, à votre disposition.
Merci beaucoup, Brieux, pour votre intervention. Pareil, on a le temps pour une ou deux questions dans la salle. Je vois une question. Oui, ok, là, vous, monsieur, allez, commençons par vous. Oui, très bien, très bien. Merci. Alexis, je suis analyste dans un fonds d'investissement. Moi, ma question, c'était si vos camions fonctionnent à l'hydrogène et qu'ils sont plus bas, est-ce que leur capacité n'en est pas réduite? C'est-à-dire que vous faites passer moins de camions parce que vous êtes plus efficace sur la décharge, mais si vous pouvez mettre moins dedans, parce que peut-être qu'avec de l'hydrogène, on peut faire tourner un camion moins vite et moins lourd qu'avec de gasoil, du coup, le gain n'est pas là. Alors, donc, comme vous êtes dans un fonds d'investissement analyste, vous allez pouvoir investir chez nous quand vous voulez, hein, mais la réponse, elle est clairement non, parce que nous, en fait, notre propulsion, elle est électrique. Donc, nos roues sont électriques. Les moteurs sont dans les roues électriques. Et l'hydrogène, ce n'est qu'un range extender. Je vous expliquerai après, si vous voulez, juste après. Donc, en fait, l'hydrogène vient en complément du moteur électrique. Mais ce qui propulse notre camion, c'est quelque chose qui est dans les roues électriques. C'est aussi pour ça qu'on a la capacité d'abaisser notre camion au niveau du sol. Parce que tous les camions que vous connaissez, ils ont un essieu qui est à 1,10 m, donc vous ne pouvez pas les abaisser. Nous, les innovations, c'en est une aussi. Alors, il y en a d'autres. Hein. Par exemple, quand on abaisse notre camion, faut s'assurer qu'il n'y ait pas le chien de mémé en dessous, parce que sinon, on l'écrase comme une crêpe. Donc, on a plein de capteurs partout qui font que ça ne se produit pas. Donc, en réponse à votre question, on va jusqu'à 400 km. Et aujourd'hui, on peut utiliser le camion. Et donc, je ne sais pas s'il y a des logisticiens dans la salle, mais ils vous confirmeront que très souvent, leurs camionneurs, pendant la livraison, on leur demande de faire autre chose. Et nous, on peut faire ça grâce à notre range extender. Ok, super. Merci. Dernière question, c'est une question dans la salle. Monsieur au fond. Thierry Bruno, je construis des plateformes logistiques, je l'ai dit il y a un instant. De plus en plus, on doit intégrer des solutions de transport, amont, aval. La logistique de l'année kilomètre, c'est de plus en plus une incitation à la réponse aux besoins. Vous êtes assembleur. Est-ce que vous allez être impacté par la disparition de Voltatruck ? Alors merci de poser cette question, parce que c'est vrai que depuis une dizaine de jours, on a beaucoup de questions sur Voltatruck. Donc Voltatruck, c'était notre concurrent. C'est un fabricant de camions électriques suédois qui a dépensé entre 300 et 400 millions d'euros et qui vient d'être liquidé. En fait, je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Oui, je peux revenir en arrière. Donc je reviens en arrière 2 minutes. En fait, Voltatruck, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Voltatruck n'apportait pas d'autre innovation que la propulsion électrique. Donc le temps de transport était exactement le même. Leurs camions restaient au même niveau. Et obtenir un équilibre budgétaire quand on doit vendre au transporteur un camion qui est 3 fois plus cher, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que nous ne sommes pas fabricants de camions. Nous assemblons des pièces qui existent. Et c'est pour ça que dans les fondateurs, il y a l'ancien patron de Renault Truck et de Mack Truck aux États-Unis. Ce qu'a fait donc Voltatruck, c'est qu'ils ont dépensé 250 millions pour créer une nouvelle cabine. 250 millions. Une cabine, ça vaut pas cher, il suffit d'aller l'acheter chez Denis Seagull en Angleterre ou chez Renault Truck. Donc nous, on n'a pas pour vocation à redévelopper des choses. Notre fuel cell, donc notre fuel cell, la pile à combustible, en fait, elle existe, elle vient de chez Symbio, elle est montée en série sur Stellantis, et nous, on ne réinvente rien. On prend les pièces existantes et on les assemble. Et pour donc répondre directement à votre question, c'est l'exemple même que le business model de Voltatruck n'était pas bon. Nous, grâce à nos véhicules, on a besoin de moins de véhicules, quelle que soit la propulsion. On est opportuniste, on travaille avec des gens qui développent des réseaux, des stations à hydrogène. Il y en a, Verso Énergie a levé 50 millions. Il y a des CMA CGM, qui est un des actionnaires de IT Inno Énergie, développe des axes. On n'est que opportuniste sur la propulsion. Merci beaucoup. En tout cas, Brieux pour Turluche, excusez-moi, pour votre attention. On peut encore vous applaudir. Merci. Si vous avez des questions, vous pourrez le voir également pendant le networking. La session de pitch.